Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans une question de santé publique majeure, le dépistage du cancer du sein. Et on attaque avec un constat qui interpelle vraiment. Alors qu'une mammographie gratuite peut sauver une vie, eh bien plus de 40% des femmes concernées en France ne la font pas. Ah oui, 40%, c'est un chiffre énorme. Et une patiente citée dans nos sources a eu cette phrase terrible. « J'ai fait l'autruche et je le regrette ». Ça fait réfléchir, oui. Alors face à ce constat, on va explorer aujourd'hui une perspective différente. Une idée, on peut dire novatrice, pour repenser les campagnes de sensibilisation. Et cette proposition, elle nous vient du docteur Harry Massoudi. Son parcours est assez intéressant. Oui, biologiste moléculaire, c'est ça? Ancien chercheur? Exactement. Ancien chercheur en médecine régénérative, et il est aujourd'hui consultant business. Et cette idée, attention, elle ne sort pas d'un labo abstrait. Elle est née du terrain. Entre 2019 et 2023, lors d'un projet e-health qui était centré sur l'accompagnement de femmes atteintes de cancer du sein. Et le point crucial, et c'est pour ça qu'on en parle, c'est qu'il met cette idée, ce concept, à disposition. Il l'offre en quelque sorte. Il l'offre aux entrepreneurs, aux associations, à tous ceux qui sont engagés dans cette lutte et qui chercheraient de nouvelles pistes. C'est une démarche assez ouverte. Notre mission pour cette discussion est essayer de comprendre pourquoi les approches actuelles, malgré toutes les bonnes intentions, rencontrent des limites. Et surtout, découvrir comment une stratégie basée sur l'engagement précoce, qui vient des sciences comportementales, pourrait potentiellement changer la donne et aider à sauver ces vies. Oui, voir si on peut faire mieux, en somme. Ok alors, décortiquons ça. Pour commencer, regardons un peu les campagnes actuelles, celles qu'on voit par exemple pendant Octobre Rose. Elles ciblent principalement les femmes de 50 ans et plus. C'est la tranche d'âge du dépistage organisé en France. Oui, c'est la cible officielle. Visuellement, qu'est-ce qu'on voit? Souvent, des femmes qui ont traversé l'épreuve du cancer. On les montre fortes, combatives, Résiliente, souriante souvent aussi. porteuses d'un message d'espoir. Voilà, un message d'espoir et de combativité. Et c'est justement là qu'on touche un paradoxe assez complexe en fait. Parce que pour les femmes qui sont déjà passées par là ou pour leur entourage, ces images, elles peuvent être incroyablement fortes. Oui, ça valide leur expérience, ça crée une communauté. Exactement. C'est une forme d'empowerment, on peut dire, pour celles qui sont déjà dans le parcours de soins ou en rémission, c'est indéniable. Mais la question c'est, quid de la cible première de ces campagnes? Je veux dire, les femmes de 50 ans et plus, qui n'ont jamais fait de mammographie et qu'on essaye de convaincre. Quel est l'impact sur elles, spécifiquement? Eh bien, pour cette audience précise, l'impact peut être radicalement différent, voire contre-productif. L'intention, c'est de montrer la force malgré la maladie. Mais ce qui est perçu involontairement, peut-être, c'est l'image des conséquences redoutées de la maladie. C'est-à-dire, Les traitements lourds, la peur de la chirurgie, l'altération de l'image corporelle. On nous rapporte que certaines patientes interrogées par l'équipe de Massoudi utilisaient même le mot « mutilé ». c'est fort comme terme. C'est très fort. Et ce décalage entre l'intention, qui est positive, et la perception qui peut être négative, eh bien ça peut générer de l'anxiété. Une peur qui, au lieu de pousser à l'action, pousse à l'évitement. C'est ça. Exactement. Et on revient à ce chiffre terrible, plus de 40% d'évitement. Presque la moitié des femmes concernées qui, pour des raisons complexes, où la peur joue sans doute un rôle, ne font pas le dépistage. Tout à fait. Et les conséquences, elles sont loin d'être anodines. L'analyse qui est rapportée par la source avance une estimation qui fait froid dans le dos quand même. Environ 2000 décès par cancer du sein pourraient être évités chaque année en France. 2000. Si le diagnostic était posé plus tôt, grâce à un dépistage fait à temps, 2000 vies chaque année. C'est un enjeu de santé publique énorme, absolument majeur. Ça souligne l'urgence de trouver d'autres leviers plus efficaces. Oui, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Et c'est justement face à cet enjeu que le docteur Massoudi et son équipe ont développé une réflexion alternative. Elle repose sur deux hypothèses qui bousculent un peu les codes. La première est si on se trompait de cible. Enfin, si on ne ciblait pas seulement les femmes de 50 ans. C'est-à-dire, commencer avant. Voilà. Pourquoi attendre la cinquantaine, ce moment où le sujet devient potentiellement anxiogène parce qu'on l'associe à un risque qui augmente? L'idée serait d'en parler bien plus tôt. Dès l'adolescence, au lycée, pendant les études, et puis après, chez les jeunes adultes, disons entre 30 et 48 ans. Intéressant. Quel serait l'avantage psychologiquement parlant? D'abord, ça permettrait de désamorcer le sujet, je pense. En parler tôt, dans des contextes plus neutres, éducatifs, informatifs, bien avant que la perception d'une menace personnelle imminente ne s'installe. Donc on normalise. On l'inscrit comme une étape naturelle du parcours de santé. C'est ça, un peu comme d'autres suivis gynécologiques par exemple. L'objectif, c'est de le déconnecter de l'urgence ou de la peur qu'on peut associer à l'âge de 50 ans. D'accord. Et puis ensuite, ça permettrait une préparation psychologique sur le très long terme. Au lieu d'avoir une sorte de convocation qui peut surprendre ou inquiéter à 50 ans, on aurait semé les graines de l'information, de l'importance de cet acte des années, voire des décennies avant.
On crée une familiarité avec le concept, on réduit l'appréhension par l'info répétée. Voilà. Pour que le moment venu, la décision que faire la maman soit perçue comme plus logique, plus évidente, moins chargée émotionnellement. Ok, compris pour la première piste. Élargir la sensibilisation très en amont. Et la deuxième hypothèse, vous avez dit qu'elle s'attaquait au message, de manière assez radicale même. Fini le focus sur la maladie, même combattue. Ou du moins très atténuée. L'idée, ce serait plutôt d'inviter les femmes à s'engager, proactivement, pour leur santé future, à poser un acte symbolique aujourd'hui pour protéger la femme qu'elles seront demain. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ça sort pas de nulle part, ça s'ancre donc quoi? Les sciences comportementales. Théorie de l'engagement, c'est un pilier de la psychologie sociale, de la psychologie comportementale. D'accord, la théorie de l'engagement. Et elle dit quoi, en substance? En substance, elle postule qu'on a une tendance naturelle à vouloir être cohérent. On cherche à se comporter de manière cohérente avec nos décisions et nos actes passés. Et plus un acte est engageant, c'est-à-dire public, coûteux en effort ou en argent, explicite, difficile à annuler, plus il nous lie et plus il augmente la probabilité qu'on adopte des comportements futurs alignés avec cet engagement initial. Comme une sorte de besoin de cohérence interne. Exactement. L'analogie de l'enfant qui doit ranger sa chambre, elle est simple, mais elle illustre bien. Une promesse orale, bon, ça s'envole. Oui. Mais le fait d'écrire « je m'engage à ranger ma chambre » et de signer, ça introduit un acte formel. Cet acte change un peu la perception que l'enfant a de lui-même. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements écrits. Et ça augmente la pression, interne et parfois externe si c'est public, à agir conformément. C'est un exemple de ce qu'on appelle un nudge, une incitation douce. C'est ça, une petite poussée non coercitive qui utilise ces mécanismes psychologiques pour orienter un comportement souhaité, mais sans forcer le choix. Et ici, l'idée, c'est d'appliquer ce principe à la décision future de se faire dépister. Donc si je résume bien, cibler plutôt pour normaliser, préparer et utiliser un message basé sur l'engagement actif plutôt que sur la peur passive de la maladie. Mais alors très concrètement, comment ça pourrait se passer? Quelle forme ça prendrait cette campagne d'engagement précoce imaginée par Massoudi? Alors, l'idée proposée, c'est de traduire ces principes théoriques en un dispositif concret et accessible. C'est pas juste une vague idée, c'est un processus, presque un rituel, pour formaliser cet engagement précoce. D'accord. Et le concept central, ce serait quoi, hein? Proposer aux femmes bien avant 50 ans, des lycées jeunes adultes, de rédiger et signer une sorte de lettre, un contrat symbolique avec elles-mêmes? C'est exactement ça. Dans ce document, qui serait très personnel, elles exprimeraient leur intention, elles prendraient l'engagement nominatif de réaliser leur mammographie de dépistage arrivé le moment venu, vers 50 ans. Et comment on rend cet acte d'engagement tangible, fort? Quels sont les mécanismes envisagés? Alors, il y a plusieurs leviers d'efficacité, comme on dit, qui découlent directement de la théorie de l'engagement. D'abord, l'acte d'écrire et de signer. C'est pas juste cliquer sur oui, c'est devoir potentiellement rédiger quelques mots, apposer une signature, même numérique. C'est un acte réfléchi, volontaire, formel. Plus engageant qu'une simple pensée, oui, ça active ce besoin de cohérence dont vous parliez. Tout à fait. Deuxième levier, une plateforme dédiée et la visibilité optionnelle. L'idée, ce serait un site web spécifique. Là, la femme rédige sa lettre, la signe, et elle aurait l'option cruciale, que ce soit une option, de la rendre publique, anonymisée ou non. Alors le fait que ça puisse être public, ça renforce l'engagement, même si on ne le fait pas. Oui, ça ajoute une dimension de preuve sociale, de responsabilité. Troisième levier, le partage social encouragé. La plateforme inciterait à partager l'acte d'engagement, pas forcément le contenu de la lettre, sur les réseaux sociaux pour créer un effet d'entraînement, une norme sociale positive. Voir les amis, les sœurs s'engager peut motiver, oui. Quatrième levier, assez malin, l'investissement symbolique, une petite contribution financière, minime, de l'ordre de 1 euro symbolique au moment de la signature. 1 euro. Et pourquoi? Cet argent serait reversé intégralement à une association, type Ligue contre le cancer, Fondation Arc. Mais le fait de payer, même une somme dérisoire, ça nous engage psychologiquement bien plus que si c'est gratuit. C'est le petit coût qui ancre la décision. Cinquième levier, et il est clé, le rappel ciblé. Un système de rappel automatique. Un email, un SMS programmé pour être envoyé à la signataire juste avant ou à son 50e anniversaire. Ah oui, essentiel pour réactiver la promesse des années après. Sinon, ça risquerait de s'effacer avec le temps. Et dernier point, mais pas des moindres, l'absence de contrainte. Tout ça reste un nudge. C'est un engagement moral envers soi-même. Pas de contrat légal. Ça préserve le sentiment d'autonomie. Et ça rend l'adhésion plus forte, plus sincère. Mais
On parle d'une promesse faite parfois 20 ou 30 ans avant l'échéance. Est-ce qu'on peut vraiment parier sur la force d'un tel engagement, même avec tous ces renforts, pour surmonter une peur qui peut devenir très concrète à 50 ans? Ou les contraintes de la vie? C'est une excellente question. Et c'est tout l'enjeu du pari. Oui, il n'y a évidemment aucune garantie à 100%. La peur, les obstacles, les aléas de la vie, tout ça existera toujours. Cependant, la théorie de l'engagement suggère que cet acte initial, posé à froid, c'est important, ce à froid, c'est-à-dire à un moment où la menace est lointaine, abstraite, où on peut prendre une décision rationnelle, alignée avec ses valeurs de santé à long terme. Eh bien, cet acte crée une sorte d'ancrage psychologique très puissant. D'accord. L'idée, c'est que le rappel reçu à 50 ans, ce ne soit pas juste une info neutre, mais qu'il réactive le souvenir de sa propre décision, de son propre engagement. Ça ravive le lien entre la jeune moi qui a fait la promesse et la moi actuelle qui est censée l'honorer. Ça crée une tension psychologique interne, ce besoin de cohérence. Et les recherches en sciences comportementales montrent que de tels mécanismes peuvent avoir un impact statistique significatif sur les taux de passage à l'acte, même pour des décisions importantes, parfois anxiogènes. Donc le pari du docteur Massoudi, c'est que statistiquement, un nombre significativement plus élevé de femmes ayant signé ce contrat avec soi-même des années plus tôt, eh bien, elles passeront effectivement à l'acte de la mammographie, comparé à un groupe similaire n'ayant pas fait cette démarche. La décision initiale prise sans peur immédiate, formalisée, rappelée au bon moment, ferait la différence pour un certain nombre de femmes. Et il faut toujours garder en tête l'objectif final, évidemment. Exactement. Réduire ce chiffre tragique des 2000 décès annuels potentiellement évitables. C'est une tentative pragmatique de s'attaquer à l'inertie et à l'évitement par un autre biais. On mise sur la responsabilisation positive, la projection dans l'avenir, la force de la parole donnée à soi-même. C'est un changement de paradigme, oui. Passer de « faites-le sinon » à « engagez-vous pour vous-même, tenez votre promesse ». C'est un message d'autonomisation différent, basé sur la confiance en la capacité des femmes à prendre soin d'elles sur le long terme. Et ce qui rend cette démarche particulièrement intéressante, c'est sa conclusion, enfin son ouverture. Le docteur Massoudi, fort de son expérience entre recherche et conseil, il ne cherche pas à garder cette idée pour lui. Non, c'est ce que vous disiez au début. Il insiste sur le fait que ce concept dort dans ses notes et qu'il le met à disposition de l'écosystème. C'est un appel du pied très clair aux associations, aux start-up santé, aux institutions, aux entreprises. Un appel à l'action, en somme. Voilà. Il leur dit en substance, voilà une piste basée sur la science comportementale, l'expérience terrain, prenez-la, testez-la, adaptez-la, améliorez-la, faites-en quelque chose d'utile. C'est une démarche assez rare, je trouve, pour être soulignée. Offrir un concept potentiellement puissant, en open source en quelque sorte, Oui, c'est vrai, c'est notable comme posture. pour qu'il ait une chance d'être implémenté et d'avoir un impact réel. C'est une invitation à co-construire une nouvelle approche pour Octobre Rose, et au-delà. Oui, et ça reflète peut-être une compréhension que l'implémentation d'une telle campagne nationale, ça demanderait des compétences et des ressources très variées. Technologiques pour la plateforme, communicationnelles pour toucher les jeunes femmes, partenariales avec le système de santé, les associations. C'est un projet d'envergure. Qui dépasse le cadre d'une seule entité, oui. L'idée est lancée. La balle est maintenant dans le camp de ceux qui ont la capacité et la volonté de s'en saisir. Bien sûr, il y aurait des défis. Assurer la pérennité sur des décennies, la sécurité des données, la mesure de l'impact. C'est certain. Mais le potentiel semble suffisamment important pour mériter une exploration sérieuse quand même. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on devait synthétiser l'essentiel de cette exploration, basée sur la proposition d'Ari Massoudi, face aux limites des campagnes actuelles, qui peuvent générer peur et évitement, l'idée, c'est d'adopter une approche radicalement différente. Oui, utiliser les leviers puissants de la théorie de l'engagement, Comment? en s'adressant aux femmes bien plus jeunes, non pas avec des images anxiogènes, mais avec une invitation à poser un acte fort, symbolique, une promesse écrite, signée à elles-mêmes pour leur santé future. Une démarche proactive, responsabilisante. Dont le concept est aujourd'hui offert à qui voudra bien le transformer en action concrète. Et ça soulève une question importante qui dépasse largement le cadre du cancer du sein, je trouve. Ah oui. Laquelle? Si ce principe d'engagement précoce, positif, formalisé et personnellement choisi, si ça s'avérait efficace, est-ce qu'on ne tiendrait pas là une clé pour repenser en profondeur beaucoup d'autres aspects de la prévention en santé? On pourrait imaginer des applications pour d'autres dépistages importants, bien sûr, mais aussi pour l'adoption et surtout le maintien de comportements sains sur le long terme. L'arrêt du tabac, une alimentation équilibrée, l'activité physique régulière, tous ces domaines où la motivation à long terme est si difficile à maintenir face aux gratifications immédiates, aux contraintes du quotidien. C'est vrai. La question de fond devient alors, comment est-ce qu'on pourrait, plus largement en santé publique, faire évoluer notre communication? Comment passer d'une approche souvent basée sur la mise en garde contre les risques, sur la menace, à une approche
approche qui capitalise sur notre capacité à nous projeter positivement, à prendre des engagements pour notre bien-être futur, à tenir une promesse faite à soi-même. C'est peut-être là que se trouve une voie prometteuse pour une prévention plus efficace et mieux acceptée au XXIe siècle. Une piste de réflexion qui, je pense, mérite d'être creusée.